Vous pensez connaître la gravité? Posez-vous sur une chaise, sentez le poids de votre corps contre l'assise, vous dites « c'est la Terre qui m'attire », logique, évident, universel. Lâchez un stylo, il tombe, la Lune tourne, les planètes décrivent leur rond autour du Soleil depuis des milliards d'années. Les masses s'attirent. Newton l'a formalisé il y a 3 siècles et demi. Tout semble clair, simple, élégant, même faux, pas légèrement faux, pas approximativement faux, fondamentalement faux quant à ce qui se passe vraiment, parce que la gravité n'est pas une force, ce n'en a jamais été une. Et quand vous comprenez ce qu'elle est réellement, quand vous le saisissez dans toute sa profondeur, l'univers entier cesse d'être ce que vous croyez voir. Laissez-moi vous emmener là où Newton n'osait pas aller. Debout. Levez-vous une seconde. Sentez votre poids. Décrivez la sensation. Vous direz probablement la terre qui tire vers le bas. Mais regardez de plus près. Ce que vous ressentez réellement, ce n'est pas une traction, c'est une poussée. Le sol qui appuie contre la plante de vos pieds, fermement, vers le haut. C'est ça, la sensation. Uniquement ça. La prétendue attraction que tout le monde décrit, vous ne la ressentez jamais. Pas une seule fois dans votre vie. Vous ne ressentez que la poussée, toujours vers le haut, jamais vers le bas. Alors où est cette mystérieuse force d'attraction? Et voici quelque chose d'encore plus dérangeant. En ce moment même, la Lune tombe vers la Terre. Elle tombe depuis 4 milliards d'années. Elle tombe sans jamais s'approcher. Elle tourne perpétuellement en chute, sans jamais toucher le fond. Quel genre d'attraction produit ce résultat? Une force qui tire indéfiniment sans jamais rapprocher. Et selon Newton, cette attraction agit instantanément. Bougez la Terre d'1 centimètre et la Lune le ressent à l'instant même à travers 400 000 kilomètres de vide absolu, instantanément. Comment? Quel mécanisme transmet ce signal? Qu'est-ce qui traverse le néant pour porter l'information? Newton lui-même l'admettait, il ne savait pas. Il appelait cela l'action à distance et reconnaissait ouvertement son ignorance sur ce point. Les mathématiques étaient trop belles pour qu'on s'arrête à ces questions gênantes. Alors les gens ont cessé de les poser, ils n'auraient pas dû. Revenons quelques siècles en arrière, au temps où personne ne comprenait comment bougent les planètes. Copernic avait dit qu'elles orbitent autour du Soleil. Très bien, mais selon quelle trajectoire exactement? À quelle vitesse? Avec quelle régularité? Tycho Brahe a décidé de regarder vraiment. Il a bâti un observatoire et passé des décennies entières à mesurer les positions planétaires nuit après nuit avec des instruments en laiton capables de détecter des fractions de degrés. Des années d'observation méticuleuse, des milliers de relevés. Pourquoi une telle obstination? Parce qu'on ne comprend pas la nature en supposant, on ne la comprend pas en raisonnant depuis un fauteuil. Il faut regarder, mesurer, consigner ce que l'on voit avec une précision qui dépasse le raisonnable. C'est là que commence la vraie science. Ces données sont parvenues à Johannes Kepler. Kepler voulait trouver la forme des orbites planétaires. Il a d'abord essayé les cercles, la forme parfaite, divine, évidente. Les prédictions étaient proches, presque. Mais Mars présentait un écart de 8 minutes d'arc, 8/60 de degré. La plupart des savants de l'époque auraient haussé les épaules et incriminé l'erreur de mesure. Pas Kepler. Il connaissait Tycho. Cet homme ne commettait pas d'erreur de 8 minutes d'arc. Alors Kepler a tout jeté. Sa théorie, ses cercles, ses certitudes. Et il a recommencé. Des années plus tard, la réponse était là. Des ellipses. Les planètes suivent des ellipses avec le Soleil positionné en l'un des foyers. Correspondance parfaite avec les données. Magnifique. Mais cela posait une question encore plus grande. Pourquoi des ellipses? Pendant ce temps, Galilée faisait rouler des billes sur des plans inclinés. Cela paraît presque enfantin, mais regardez ce qui s'y cache. Une bille sur un plan incliné accélère. Sur une surface plate, elle continue à rouler. Elle ne s'arrête pas. Imaginez maintenant qu'on supprime toute friction. La bille roulerait indéfiniment. Même vitesse, même direction, pour toujours. Cela choquait les esprits de l'époque. Le mouvement doit bien nécessiter une poussée continue. Les choses s'arrêtent naturellement. Voilà l'intuition commune. Fausse, c'est l'inverse. Le mouvement en ligne droite
est l'état naturel. Ce qui ne demande aucune explication, c'est un objet qui continue tout droit. Ce qui réclame une explication, c'est le changement. Ralentir, la friction. Accélérer, une poussée. Changer de direction, une force latérale, c'est l'inertie et elle crée une énigme immédiate. Les planètes devraient aller tout droit, c'est leur état naturel, mais elles courbent constamment. Quelque chose les dévie à chaque instant. Quoi? Isaac Newton a vu la réponse. Les planètes veulent aller droit, c'est l'inertie, mais elles courbent, donc quelque chose agit sur elles en permanence. Il a appelé cette chose la gravité, une attraction universelle entre toutes les masses, proportionnelle aux masses en présence, inversement proportionnelle au carré de la distance. Et avec ce seul principe, tout s'est mis en place avec une précision stupéfiante. Pourquoi des ellipses? Parce que les planètes tombent vers le Soleil tout en se déplaçant latéralement. La combinaison de ces deux mouvements trace naturellement des ellipses. Les lois de Kepler, laborieusement extraites des données de Tycho, découlaient maintenant d'un seul principe plus profond. Pourquoi la Lune orbite-t-elle? Même principe. Elle tombe vers la Terre, mais se déplace latéralement assez vite pour continuer à la manquer. Elle tombe autour de la Terre au lieu de tomber dedans. Pourquoi une pomme tombe-t-elle? Même force, même loi. Une échelle différente. Newton a fait le calcul. Il a mesuré de combien la Lune s'écarte d'une trajectoire rectiligne à chaque seconde. Il a calculé de combien les objets tombent à la surface de la Terre sur la même durée. En tenant compte de la distance, les chiffres coïncidaient. Révolutionnaire. La force qui arrache une pomme à son arbre est identique à celle qui maintient la Lune en orbite. Ciel et terre, même physique. Soudainement, tout avait une explication. Les marées, la Lune attire les océans, la forme renflée de la Terre à l'équateur, la rotation, les comètes qui reviennent, des orbites elliptiques très allongées, les légères oscillations d'Uranus, les planètes voisines qui l'influencent. Et grâce à ces oscillations, les astronomes ont prédit l'existence de Neptune, une planète invisible, et l'ont trouvée exactement là où les calculs l'indiquaient. 2 siècles de triomphe absolu. La loi de Newton expliquait tout ce qu'on pouvait observer. Mais il y avait un détail que personne ne pouvait expliquer. Faites tomber un marteau et une plume dans le vide. Ils touchent le sol au même instant. Ensemble, parfaitement. Le marteau a plus de masse. Donc selon Newton, la gravité l'attire plus fortement. Mais le marteau a aussi plus d'inertie. Il résiste davantage à l'accélération. Et ces deux effets s'annulent avec une précision absolue, pas approximativement, parfaitement. Chaque objet, quelle que soit sa composition, sa taille, sa masse, tombe exactement au même rythme. Pourquoi? La théorie de Newton distingue 2 propriétés différentes de la masse. La masse gravitationnelle détermine l'intensité de l'attraction. La masse inertielle détermine la résistance à l'accélération. Et pourtant, ces 2 propriétés sont toujours rigoureusement égales pour toute substance jamais testée, avec une précision vertigineuse. Newton n'avait aucune réponse. Il notait cette coïncidence remarquable, constatait que les mathématiques en sortaient magnifiées et passaient à autre chose. Ou était-ce vraiment une coïncidence? Einstein a posé une question différente. Et si cette égalité parfaite n'était pas une coïncidence? Et si elle nous disait quelque chose de fondamental sur la nature même de la gravité? Voici une expérience de pensée. Vous êtes enfermé dans une pièce sans fenêtre. Vous ressentez votre poids habituel contre le sol. Question. Êtes-vous sur Terre ou dans une fusée quelque part dans l'espace profond, accélérant vers le haut à 9,8 mètres par seconde carrée? Pouvez-vous faire la différence? Lâchez un objet. Il tombe dans les 2 cas. Lancez une balle, sa trajectoire se courbe dans les 2 cas. Montez sur une balance, elle affiche la même valeur dans les 2 cas. Il n'existe aucune expérience, aucune mesure, aucune observation qui puisse distinguer les 2 situations. C'est le principe d'équivalence. Si on ne peut absolument pas distinguer la gravité de l'accélération, peut-être sont-elles la même chose. Peut-être que ce que nous appelons être immobile dans un champ gravitationnel est en réalité une forme d'accélération. Voilà la révolution. Les objets en chute libre n'ont aucune force agissant sur eux.
la pomme qui tombe, la Lune en orbite, les astronautes flottant dans leur capsule spatiale. Aucun d'eux ne ressent de force. Ils se déplacent librement, naturellement, sans rien qui les tire ni les pousse. Mais alors, pourquoi la pomme tombe-t-elle clairement vers le sol? Et si la pomme n'accélérait pas du tout? Et si c'était l'espace lui-même qui était courbé et qu'elle se contentait de suivre le chemin le plus droit possible? C'est l'intuition profonde d'Einstein. La gravité n'est pas une force entre les objets. La gravité est la courbure de l'espace et du temps. Les objets massifs ne tirent pas les autres objets. Ils déforment le tissu de l'espace-temps autour d'eux. Ils le plissent, le plient, en altèrent la géométrie. Et les autres objets, sans qu'aucune force n'agisse sur eux, suivent simplement les chemins les plus droits possibles à travers cette géométrie courbée. La pomme n'est pas attirée vers le bas. Elle suit sa trajectoire naturelle à travers un espace-temps que la masse de la Terre a déformé. Et dans cette géométrie courbée, le chemin le plus droit pointe vers le centre de la Terre. Et vous, debout en ce moment, vous n'êtes pas attiré vers le bas. Vous essayez de suivre votre trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbé, une trajectoire qui pointe vers le centre de la Terre. Mais le sol est là, sur votre chemin. Il vous pousse vers le haut. Il vous écarte de votre trajectoire naturelle. C'est ça que vous ressentez comme le poids. Pas la gravité qui tire vers le bas. Le sol qui pousse vers le haut et vous dévie de là où vous voudriez naturellement aller. En 1919, une éclipse solaire totale a fourni la première preuve directe. Les étoiles visibles près du bord du Soleil apparaissaient légèrement déplacées par rapport à leur position habituelle. La lumière de ces étoiles, traversant l'espace courbé près du Soleil, avait dévié sa trajectoire. Preuve directe que la masse courbe réellement l'espace. Aujourd'hui, les télescopes capturent régulièrement des images de galaxies lointaines déformées, étirées, dupliquées par la courbure de l'espace produite par les masses intermédiaires. On appelle ça la lentille gravitationnelle. Et les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, zéro gravité là-haut, n'est-ce pas? Faux! À cette altitude, la gravité terrestre est presque aussi forte qu'à la surface, mais ils tombent continuellement. Ils tombent vers la Terre à 28 000 km/h, mais se déplacent latéralement assez vite pour continuer à manquer la planète. Ils sont en chute libre permanente. Aucune force ne les pousse, aucune force ne les tire. Ils suivent leur trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbé par la Terre. Pensez maintenant à pourquoi la Terre est sphérique. On dit à cause de la gravité, mais regardez plus précisément. Ce n'est pas qu'une force mystérieuse tire tout vers un point central et modèle ainsi une boule. C'est que l'espace-temps autour de la masse de la Terre est courbé de manière identique dans toutes les directions. Chaque roche, chaque goutte d'eau essaie de suivre le chemin le plus droit à travers cette géométrie. Quand toutes ces trajectoires convergent uniformément dans toutes les directions, la seule forme cohérente qui émerge est une sphère. La Terre est ronde parce que c'est la conséquence naturelle de la géométrie que sa masse tisse dans l'espace-temps. Pas une force, une forme. La géométrie dicte la structure. Imaginez une fourmi marchant en ligne droite sur une surface courbe. Du point de vue de la fourmi, elle va parfaitement droit. De l'extérieur, on voit qu'elle décrit une courbe. C'est exactement ce qui se passe pour tous les objets proches d'une masse. Sauf que la courbure n'est pas seulement spatiale. C'est l'espace et le temps ensemble, l'espace-temps, qui sont déformés. Les objets massifs créent des creux, des dépressions, des puits dans ce tissu quadridimensionnel. Le Soleil creuse un puits profond, la Terre un puits plus petit. Même vous créez un puits infinitésimal, trop petit pour être facilement détecté, mais il est là. Les objets qui passent près de ces puits suivent naturellement les courbes. Non pas parce qu'une force les attire, mais parce qu'ils suivent les chemins les plus droits possibles à travers une géométrie qui a changé. La Lune ne tourne pas parce que la Terre la tire. Elle suit la géométrie naturelle de l'espace courbé par la masse terrestre. Cette géométrie transforme son chemin le plus droit en orbite. La pomme tombe parce qu'elle suit l'espace-temps courbé près de la surface. Dans cette géométrie, avancer tout droit à travers le temps pointe vers le centre de la Terre. Debout, vous accélérez vers le haut en permanence. Une force unique agit sur vous, le sol qui pousse.
Votre trajectoire naturelle pointe vers le bas, vers le centre. Mais le sol vous en empêche. Vous ressentez ce qu'une personne dans une fusée en accélération ressentirait. Le sol pousse. Vous appelez ça le poids. La pomme accrochée à une branche est poussée vers le haut par la branche. Quand la branche cède, la poussée disparaît. La pomme est soudainement libre, libre de suivre sa trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbé. Elle tombe. Mais la pomme n'accélère pas au sens où Einstein l'entend. Elle cesse d'être forcée. Elle retrouve son état naturel. C'est vous, debout, qui êtes constamment dévié de votre trajectoire. Tomber est l'état naturel. Rester immobile nécessite une force. Voilà la révolution d'Einstein. Une étoile est une gigantesque sphère de gaz. Sa masse creuse un puits profond dans l'espace-temps. Les trajectoires naturelles dans cet espace courbé pointent vers l'intérieur, ce qui s'oppose à l'effondrement, la pression des réactions nucléaires dans le cœur qui pousse vers l'extérieur. Équilibre délicat. Quand le combustible s'épuise, la pression chute, l'équilibre rompt, l'étoile s'effondre sur elle-même. Si elle est suffisamment massive, l'effondrement se poursuit jusqu'à ce que la matière atteigne une densité inimaginable. Les noyaux atomiques fusionnent, les électrons s'écrasent. Ce qui subsiste est une étoile à neutrons, matière comprimée à la taille d'une ville. Une cuillère à café de cette matière pèserait 1 milliard de tonnes. Pour des étoiles encore plus massives, même la pression des neutrons capitule. L'espace-temps se courbe si violemment que toutes les trajectoires possibles mènent vers l'intérieur. Même la lumière, suivant les chemins les plus droits possibles à travers cette géométrie extrême, spiralise vers l'intérieur et ne ressort jamais. C'est un trou noir. On ne peut pas le voir directement, mais on voit ses effets. La matière qui chute vers lui en s'échauffant, en rayonnant une énergie colossale avant de disparaître à jamais derrière l'horizon. Tout cela depuis une seule idée. La masse courbe l'espace-temps. Les objets suivent les courbes. De ce principe unique, tout découle. Les orbites planétaires, les marées, la précession du périhélie de Mercure, un décalage infime que Newton ne pouvait pas expliquer et qu'Einstein prédit avec une exactitude parfaite, la lentille gravitationnelle, les trous noirs et les ondes gravitationnelles, ces frémissements de l'espace-temps lui-même qui se propagent dans l'univers quand des objets massifs entrent en collision. Détectée pour la première fois en 2015, elle confirme que l'espace-temps est une réalité physique qui peut vibrer, se comprimer, s'étirer. Ce n'est pas une métaphore, c'est la structure du réel. Les équations de Newton fonctionnent magnifiquement pour des usages pratiques. Nous les utilisons pour lancer des satellites, calculer des trajectoires, prédire des éclipses avec une précision imbattable. Elles sont plus simples que les équations d'Einstein et suffisamment précises pour la quasi-totalité des applications. Mais Newton décrivait le comportement sans comprendre la cause. Einstein a révélé la cause. Non pas une force mystérieuse qui traverse l'espace vide sans mécanisme identifiable, mais la courbure du tissu même de l'espace et du temps. La masse dit à l'espace comment se courber. L'espace courbé dit aux objets comment se déplacer. Quand vous montez sur cette balance, vous ne mesurez pas une traction vers le bas. Vous mesurez la force que le sol doit exercer pour vous empêcher de suivre votre trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbé par la Terre. Quand vous regardez quelque chose tomber, vous ne voyez pas une force à l'œuvre. Vous voyez un objet enfin libre, libre de suivre la géométrie que la masse a tissée dans la trame de la réalité. Quand vous regardez la Lune traverser le ciel nocturne, vous voyez un objet qui suit le chemin le plus droit possible à travers un espace que la Terre a recourbé sur lui-même. Un chemin qui ressemble à un cercle parce que l'espace lui-même n'est plus plat. Ce n'est pas une force. Ce n'en a jamais été une. C'est la géométrie. Et cela est infiniment plus beau que n'importe quelle attraction mystérieuse ne pourrait jamais prétendre l'être.